Voilà. Donc j'ai voulu... Comme ça, ok. J'ai voulu juste présenter en fait ce petit diagramme des différents symptômes de l'ataxie de Friedreich pour certains qui seraient nouveaux, mais aussi pour justifier chaque phase de développement thérapeutique qui se trouve dans la pipeline des traitements. Comme vous voyez, on le connaît tous, l'ataxie, c'est une perte d'équilibre, un manque de coordination, mais aussi d'autres symptômes qui affecteraient le cœur, le squelette comme la scoliose. On a un diabète associé, des pertes progressives de l'audition et de la vision, et aussi de la fatigue. Et j'en toucherai un mot à la fin, parce que c'est un symptôme très important pour les patients. Il nous rapporte et il est encore sous-étudié. Pourquoi cette grande... Pardon? Là. Je t'interromps, mais juste pour dire qu'il y a des échelles qui sont utilisées, heureusement, parce qu'on peut la mesurer plus ou moins bien. C'est pour ça qu'il y a PROFA, pour mieux comprendre comment ça évolue dans le temps. Et donc, nous établissons en fait cette dégringolade de cibles thérapeutiques. On connaît très bien le gène qui cause l'ataxie de Friedreich, la frataxine, qui se traduit par une protéine, la frataxine, qui n'est pas assez importante ou dont la quantité n'est pas suffisante pour les personnes atteintes de l'ataxie de Friedreich. Mais je commencerai de l'autre côté des symptômes. Il y a quelques traitements pour les symptômes comme la chirurgie de la scoliose, comme la prise en charge du diabète, mais aussi on peut cibler le dysfonctionnement des organes et des tissus. On peut aussi cibler la dégénérescence au niveau des cellules en donnant des compléments contre le stress oxydatif, entre autres. On peut aller plus profondément de la cause, aller vers la mitochondrie pour essayer d'augmenter le niveau de la frataxine ou d'administrer de la frataxine en plus. Idéalement, réactiver le gène qui est silencieux pour avoir plus de frataxine qui vient du corps en soi et pas en supplément. Et pourquoi pas faire une édition du gène, ça veut dire couper cette mutation qui a causé la maladie. Par manque de temps, je vais passer très vite sur cette slide qui montre juste comment FARA, en tant qu'alliance de recherche et pas vraiment organisation de patients, interagit en fait avec les agences régulatrices, mais aussi avec les firmes pharmaceutiques dans l'établissement des histoires naturelles de la maladie qui sont trop importantes, pas seulement pour faire le design des études cliniques, mais aussi pour faire comparaître et comparer les résultats pour trouver des résultats significatifs pour les approbations des médicaments. Et un joli exemple est l'histoire de Skyclarys. Comme on l'a entendu plusieurs fois, la première fois que l'idée est venue pour cette espèce de facteur caché dans la cellule qui s'appelle NRF2, c'était en 2009 au labo de Pierre Rustin en France. C'était financé par la FAF, par un autre petit groupe suisse, MotoFA, si je ne me trompe pas, et aussi en partie par FARA. Quelques années plus tard, en fait, un groupe de recherche en Californie a fait des études sur des souris, puisque chez Pierre Rustin, c'était encore sur les cellules. Et on voyait déjà une amélioration à l'aide de ce facteur NRF2 quand on le réactivait dans les modèles de l'ataxie de Friedreich. Et à ce moment-ci, Farah, en fait, est contactée par une maman, donc une simple maman d'un garçon atteint d'ataxie de Friedreich, qui est devenue une des directrices de la fondation Farah. Cette maman lisait qu'il y avait une petite firme pharmaceutique dans le Texas américain qui avait des produits, pas encore des médicaments, mais juste des molécules, qui réactivaient ce NRF2. Elle a contacté Farah et Farah a pu se mettre à table avec cette petite firme qui s'appelait Reata pour convaincre, et ça a pris 2 ans, mine de rien, parce qu'il faut du temps pour convaincre les industries pharmaceutiques de s'intéresser aux maladies rares. Et c'est ainsi que le premier essai clinique a été initié aux États-Unis en 2015 dans des sites d'histoire naturelle, donc ce qui ressemble au IFAX en Europe. Il y a l'équivalent aux États-Unis, ça s'appelle FACOMS. En 2015, la première étude avec cet activateur de NRF2 qui s'appelait OMAV à ce moment-ci a eu lieu, avec en fait des résultats prometteur. Il y a eu une deuxième étude qu'Alexandra a détaillée, internationale, avec 3 centres européens qui ont participé, Milan, Londres et Innsbruck en Autriche. Les résultats, malheureusement, n'étaient pas assez convaincants pour la FDA, parce que toujours la première mesure n'est pas atteinte ou pas assez significative. Et qu'est-ce que cela signifie aux patients ?
la FDA aurait demandé une nouvelle étude à la firme. Et si certains d'entre vous se rappellent, en 2021, Farah a initié une pétition à demander des signatures de partout dans le monde, et pas seulement des États-Unis, pour que la FDA accepte de réexaminer le dossier et pas exiger encore une étude, parce que le temps n'est pas illimité dans l'ataxie de Friedreich. Entre-temps, avec cette utilisation ouverte, open label extension, comme ça se passe avec la vatiquinone maintenant, des données supplémentaires ont pu être utilisées et comparées à l'histoire naturelle, qui est trop importante, j'en parlerai encore. Et c'est ainsi qu'en 2002, Reata encore a initié ce dossier, on l'appelle un dossier de type continu, ça veut dire au fur et à mesure des résultats, ils ajoutent une pièce à ce dossier, ce qui a abouti en 2023 à l'approbation par la FDA de OMAV, qui s'appelle désormais Skyclarys. Et enfin, une anecdote, tous les chercheurs ont mis des années à retenir omaveloxolone, et quand tout le monde a retenu, ils l'ont nommé Skyclarys plus facile. Cette année, en février, la Commission européenne, suite à l'avis positif de l'EMA fin 2023, a autorisé la commercialisation de Skyclarys en Europe, mais c'est encore le début de la bataille, parce que comme je l'expliquais, maintenant c'est à chaque pays en Europe pour mener des négociations et essayer de le mettre vraiment sur le marché. Donc j'ai parlé comment Farah en fait contribue à négocier avec les agences régulatrices du médicament, et pas seulement FDA. Depuis l'établissement de Farah Europe, on essaie de discuter avec l'EMA aussi. On essaie au maximum de recueillir la voix des patients par des réunions qu'on organise, mais aussi par des applications. On sensibilise, et c'est jamais assez, à l'importance de l'histoire naturelle. EFACTS, beaucoup d'entre vous y ont participé. On a présenté l'année passée, maintenant à échelle globale, ça s'appelle le FAGCC, pour Friedreich Ataxia Global Clinical Consortium. L'étude s'appelle Unify. Donc les tests que vous aviez à une fréquence annuelle dans les centres EFACTS, maintenant porteront le nom du Unify, et la Pitié reste le centre de référence pour Unify en France. Et qu'est-ce qu'on fait pour répondre à la question de Bertrand? On négocie, on demande de plus en plus un accès global à Skyclarys. Ce n'est pas seulement les États-Unis, ni seulement la France, ni seulement l'Allemagne, mais aussi tous les restants du pays où l'ataxie de Friedreich existe, et pas qu'en Europe, mais dans les pays qui ont une charge économique moins importante. L'approbation pédiatrique, pas que pour Skyclarys, mais pour d'autres médicaments comme vatiquinone. Si on pouvait mener le même combat qu'on a eu avec Skyclarys, si on réussirait à démontrer le bénéfice avec vatiquinone, ce qui est génial, c'est qu'il sera autorisé à partir de 7 ans. Et c'est là que typiquement les premiers symptômes s'installent. Myriam, je t'interromps parce qu'il faut réexpliquer ce que c'est l'histoire naturelle, sauf si tu veux que je... Vas-y. Je crois que tu avais dit que tu voulais en parler après. Oui, mais c'était sur la slide, comme je devais aller vite. Donc l'histoire naturelle, en fait, c'est pour comprendre l'évolution de la maladie et comment, par des mesures faites d'une façon répétitive, idéalement d'une façon annuelle, pour voir comment la maladie évolue. Ça peut être des échelles neurologiques, mais aussi des marqueurs biologiques. Nous faisons des prélèvements sanguins et nous cherchons des marqueurs autres que la frataxine dans le sang pour voir comment ça évolue avec la maladie, des mesures cardiaques pour voir comment l'atteinte évolue, des études où le patient rapporte lui-même ses mesures, et c'est une grande partie ce qu'Alexandra a présenté dans PROFA. Et donc c'est cet ensemble d'échelles qui nous montre comment la maladie progresse naturellement, sans intervention. Dans la vie réelle. Mais on avait fait ça pour le cœur aussi, c'est là on a compris qu'il y avait des évolutions cardiaques différentes. Et donc, c'est ce qui est l'histoire naturelle. Et elle est importante, comme je l'ai expliqué. Parfois, l'étude clinique ne montre pas un grand bénéfice, mais un petit bénéfice. Mais si on compare ce petit bénéfice à ce que la maladie aurait évolué sans aucune intervention, ce petit bénéfice a plus de sens et peut convaincre les agences régulatrices, alors que pour les patients, c'était déjà convaincant et il n'y avait pas déjà de discussion. Mais c'est eux qui décident, c'est eux qui financent, donc on a besoin d'apporter toujours des preuves scientifiques pour approuver ces développements. Et donc, 2 mots très vite sur les essais actuels dans le monde.
Comme vous voyez, donc Skyclarys est tout au bout, c'est le seul approuvé maintenant dans plusieurs pays. Un autre traitement en développement est développé par la firme Larimar Therapeutics et c'est un remplacement de la frataxine. Je vous prie de m'excuser, mais je suis incapable de prononcer le nom commercial, Nomlabofusp. Donc, en fait, c'est une protéine qui est injectée avec un signal qui va l'orienter directement vers la mitochondrie, là où la frataxine est nécessaire. Il s'agit d'injections sous-cutanées, donc sous la peau, assez facile comme on injecte l'insuline. Dans la phase 1A et 1B de l'étude qui s'est passée aux États-Unis, on a démontré que dans les biopsies de la peau, les biopsies cutanées, mais aussi en fait dans les frottis buccaux de la bouche, on a vu une augmentation de la frataxine après 14 jours d'injection quotidienne de cétate frataxine où c'était 1601. Cette augmentation est significative, en fait, et quand on compare jusqu'à quel niveau on est arrivé, on est assez satisfait parce que n'oubliez pas, les porteurs sains, ça veut dire les parents, par exemple, d'enfants atteints de l'ataxie de Friedreich, n'ont que 50% de frataxine, mais ne sont pas malades, n'ont pas de symptômes. Donc, une augmentation jusqu'à plus ou moins 50% d'une personne non atteinte saine serait suffisante. Pratiquement, c'est quoi la suite de ces deux phases de l'étude avec Larimar Therapeutics? Ils ont ouvert, il y a juste quelques semaines, cette Open Label Extension ou l'utilisation ouverte. Donc, tous les patients qui ont participé à ces deux phases ont la possibilité, s'ils le veulent, s'auto-administrer la molécule chez eux, à la maison, avec les données recueillies de cette Open Label Extension, mais en même temps avec les résultats plus détaillés des deux phases suivantes. La firme va approcher la FDA et l'EMA de nouveau pour espérer de planifier en fait une étude clinique phase 3 à échelle globale. Donc pas seulement aux États-Unis, mais en Europe, on l'espère, incluant aussi les enfants. C'est ça leur but. Il reste que ce produit fait, c'est juste augmenter la frataxine en périphérie. Ça veut dire que ça reste dans le cœur, ça ne peut pas aller au système nerveux central. Parce que heureusement, notre cerveau est très bien protégé par la barrière hémato-encéphalique. Ce produit vraisemblablement n'atteindrait pas le système nerveux central. Donc, il faut encore trouver un moyen de mesurer le bénéfice sur les patients, autre que cette mesure biologique dans le sang ou dans la peau, qui est la frataxine qui augmente. Donc, à suivre. Tu veux ajouter un mot ? La deuxième, en fait, partie d'intervention dont j'ai parlé, la thérapie génique. Pour le moment, la thérapie génique est encore assez loin dans le développement pour le système nerveux, toujours en préclinique. Il n'y a pas d'essai clinique pour la thérapie génique pour le système nerveux. Il y a une étude en cours pour le cœur, pour l'atteinte cardiaque de l'ataxie de Friedreich. Il s'agit d'une étude avec peu de patients qui se passe aux États-Unis et avec un site au Canada. Et ce qu'ils évoluent, c'est en plus de la fonction cardiaque, des biopsies en fait, pour aussi évaluer le taux de frataxine dans ces deux cohortes. Il faut savoir que c'est une étude où les patients sont suivis pendant 5 ans. On n'anticipe pas des résultats immédiats de ces deux cohortes qui ont déjà été complétées par l'exéothérapeutique. J'aimerais bien insister sur le fait que cette étude clinique a eu un peu de mal à recruter des patients parce qu'on ne comprend toujours pas pourquoi on ferait juste traiter le cœur par la thérapie génique si ceci nous empêcherait un jour de bénéficier d'une autre thérapie génique qui viserait le système nerveux. Pour le moment, nous avons d'autres études en cours. Il y a des programmes en développement avec d'autres vecteurs ou d'autres moyens de délivrer la thérapie génique en non viral. Et peut-être on pourrait combiner ces deux approches, mais ceci reste à voir. Et peut-être la dernière étude que je résumerai très vite, c'est celle de design thérapeutique. Ici, en fait, comme vous savez, la cause génétique, c'est cette répétition de triplé GAA-GA. Dans design thérapeutique, il s'agit de petites molécules qu'on appelle GeneTAC qui viennent en fait désactiver en quelque sorte cette mauvaise conformation des GAA qui empêche l'enzyme polymérase
de faire son travail et de générer la frataxine dans notre corps. Dans une première phase de leur étude, malheureusement, l'augmentation de la frataxine dans les cellules périphériques des patients traités pendant 2 semaines n'a pas été aussi importante que dans les essais précliniques sur les cellules et les souris. Mais aussi, il y a eu des réactions à ces sites d'injection. Il faut savoir que ce sont des injections intraveineuses et pas sous-cutanées. Il y a eu des réactions à ce produit, ce qui est, ici on voit l'augmentation de la frataxine, ce qui a mené la compagnie à générer un nouveau produit très similaire de DT116, mais qui s'appelle DT216P2. C'est la nouvelle version qui aurait une meilleure induction de la frataxine, mais aussi une meilleure tolérance au site d'injection. Mais malheureusement, il faut recommencer tout le travail préclinique et resoumettre à l'agence FDA pour pouvoir initier de nouveau cette étude phase 1, qui sera de nouveau phase 1, donc c'est recommencer dès le début, et c'est prévu pour début 2015, comme vous le voyez ici. 2025, pardon, j'ai 2022. Je m'arrêterai là, je pense, si vous avez 2-3 questions, et puis on passe à Hélène. Merci beaucoup, Myriam. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez... Elle a dit 1 ou 2 questions. Ah, j'ai dit. Là-bas. Là-bas et là. Là-bas, il y a quelqu'un qui est terminé. Bonjour. Est-ce que c'est possible de revenir sur ce que contient le Skyclarys? Ou est-ce que c'est abordé plus tard? Ce que contient le Skyclarys. Donc, le principe la actif. molécule ou les molécules. Dans l'atelier, on va faire. Parce qu'on l'avait déjà fait l'année dernière. Mais quel atelier? Recherche. D'accord, recherche. OK. Sinon, le seul principe actif, c'est l'omaveloxolone. Et il n'y a pas plus de détails de ce que l'omaveloxolone, c'est encore breveté, mais ça active ce facteur qui s'appelle NRF2. C'est tout ce qu'on peut partager à ce moment-ci, mais on en parlera plus en détail dans l'atelier. Et est-ce que la durée d'utilisation est un tout petit peu supérieure aux États-Unis, c'est-à-dire les mois là en utilisation ouverte, a permis d'apprendre d'autres choses qu'on ne savait pas sur les études initiales? Un peu, oui. En fait, donc, les patients aux États-Unis ont accès en réalité depuis le mois de juillet. Donc, ça fait quand même plus de 6 mois. Ceci dit, aux États-Unis, comme c'est prescrit via la sécurité sociale et via les assurances, c'est État par État, il y a eu des vagues de prise en charge de ce médicament, mais il n'y a pas un suivi en fait de mesures d'efficacité qui est mise en place d'une façon obligatoire par le pays. Mais Biogen anticipe ceci et dans les nouveaux pays qui vont maintenant instaurer le Skyclarys, pas en accès précoce, mais en nouveau qu'on appelle un peu patient naïf au Skyclarys, on va commencer à mesurer l'efficacité. Mais par contre, dans nos réunions avec les diverses assurances pour défendre la demande au remboursement, on recueille souvent de témoignages de patients. Donc il faut savoir, c'est quelque chose que le patient rapporte, qui n'est pas mesuré par le physicien, mais qui est quand même important. On entend souvent des rapports sur la qualité du langage, et pas 1 ou 2 fois, mais presque à toutes ces réunions avec les assurances, on reporte une amélioration sur le langage, une amélioration sur l'énergie et la fatigue aussi. Il y a des patients qui disent qu'ils sont plus motivés à faire plus de kiné, plus de sport, et qu'ils se sentent mieux après. Évidemment, c'est un engrenage et c'est l'un qui induit l'autre, mais voilà, c'est principalement ceci, en plus de la stabilité. C'est pas qu'on ne le demande pas, hein. On le discute bien sûr avec le patient aussi. La question, c'est comment on le rentre dans la base pour que ça soit utilisé après. Mais ce que je trouvais intéressant avec les collègues américains qui avaient, au moins qui avaient un suivi et qui a aussi éventuellement une amélioration de la vision. Donc ça serait bien aussi dans les formes plus évoluées. Ça serait peut-être bien de voir si c'est vrai. On n'a pas d'examen ophtalmo qu'on a le droit de faire dans l'accès précoce, mais on peut le faire si on trouve le temps et l'ophtalmo qui veut bien regarder pour les suivre pour ceux qui ont une atrophie optique. Merci. On doit changer de... Merci beaucoup.